Bonjour et bienvenue à la Media Box. Aujourd'hui en plateau avec moi, je reçois Monsieur Patrick Molyneuse. Bienvenue à la Media Box, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais commencer de parler de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont vous êtes le vice-président. C'est une région qui a montré un soutien fort à l'Ukraine, notamment en accueillant les réfugiés ukrainiens et aussi en fournissant de l'aide financière et aussi humanitaire. Et sur la base de cette expérience, comment les régions européennes pourrait-elle contribuer davantage au redressement et à la reconstruction de l'Ukraine? Alors d'abord, vous avez raison, merci de le souligner, de dire que la région Bourgogne-Franche-Comté a été très en pointe dans le soutien à l'Ukraine, mais comme beaucoup de collectivités en France, à tous les niveaux, des communes, des départements et des régions. Une petite différence peut-être, c'est que nous avons poursuivi l'effort, notamment financier, dans la durée. Nous avons attribué une aide chaque année depuis le déclenchement de la guerre. Et cette aide a un peu changé en nature parce que ça a d'abord été, comme l'ensemble des aides qui ont été décidées en mars, avril, mai 2022, des aides d'urgence, des aides immédiates face à l'agression russe. Et puis progressivement, nous nous inscrivons maintenant dans la durée. La crise ukrainienne présente une caractéristique particulière. La France est souvent très généreuse face aux difficultés rencontrées dans le monde, aux catastrophes climatiques. Et face à ce genre de difficultés, on fait des aides immédiates et d'une seule traite, si je peux me permettre. Là, ce qui se passe en Ukraine, c'est comme un tremblement de terre qui ne s'arrêterait jamais, donc il faut absolument s'inscrire dans la durée. Et on passe donc d'aide d'urgence immédiate, à la fois pour accompagner les gens qui ont fui les régions bombardées et envahies, à une aide plus structurée pour accompagner l'Ukraine vers la fin de la guerre et puis au-delà, vers l'entrée dans l'Union européenne, puisque c'est ça l'objectif final qui permettra d'assurer la paix et la prospérité, nous l'espérons, sur cette région. Donc les régions, comme les autres collectivités, elles apportent de l'aide financière, elles apportent de l'aide technique, elles apportent également un soutien politique qui peut entraîner des acteurs avec elles pour des partenariats de longue durée dans plein de domaines, l'économie, le social, la recherche, l'éducation, par exemple. Et aussi le Congrès, le Comité européen des régions de l'Alliance européenne des villes et des régions pour la reconstruction de l'Ukraine ont tout recommandé une approche décentralisée du redressement et de la reconstruction de l'Ukraine. Mais selon vous, quels sont les aspects clés de cette approche? Alors déjà, ça s'appuie sur la Charte européenne de l'autonomie locale, que nous considérons tous comme un document majeur. Ensuite, la manière dont on approche le sujet, c'est d'essayer d'accompagner l'Ukraine dans sa volonté de rejoindre l'Union européenne à travers une priorité qui nous est chère, la décentralisation. C'est évidemment une des clés du développement et de l'adhésion pour les populations à des changements politiques. L'Ukraine avait commencé une réforme de décentralisation importante avant l'attaque de grande ampleur lancée par Vladimir Poutine. Cette démarche n'est pas terminée. Le processus de décentralisation n'est pas abouti, notamment en matière fiscale et financière, mais pas uniquement. Et donc, nous pouvons accompagner, non pas donner des leçons, mais montrer ce que sont les exemples. Et la richesse de l'Union européenne, c'est d'avoir des pays dont la décentralisation est organisée de manière très diverse, que l'on parte d'un pays comme la France, très centralisé à l'origine, jusqu'à l'Espagne ou l'Allemagne, des pays fédéraux. Ce ne sont pas les mêmes histoires politiques et les mêmes organisations institutionnelles. Et donc c'est intéressant pour les responsables politiques ukrainiens de voir ce qui a été mis en place. Il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Les différents systèmes ont des avantages et des inconvénients. Donc la décentralisation, c'est d'abord un sujet. Le respect de l'état de droit, évidemment, en est un qu'on ne cesse de rappeler. La lutte contre la corruption est aussi un sujet majeur. C'est un sujet qui n'est pas spécifique à l'Ukraine, mais la plupart des pays qui ont des difficultés de développement, c'est souvent lié à une très grande corruption. On sait qu'en Ukraine, avant-guerre,
elle était présente. Il est essentiel que les autorités ukrainiennes s'attaquent à ce sujet, et elles le font d'ailleurs avec, je crois, beaucoup d'efficacité, mais on n'est pas au bout du chemin. Et puis, il y a une question plus technique qui est celle de la montée en compétences qui doit accompagner un processus de décentralisation, l'apprentissage de process démocratiques peut-être nouveaux, l'intégration des femmes dans la vie politique est un sujet important. Il n'y a pas énormément de femmes à des postes clés en Ukraine dans les collectivités locales, même si l'association des régions est présidée par une femme, et il y en a d'extraordinaires, mais c'est un sujet sur lequel il faut aussi s'engager. Et vous, Monsieur Molinos, vous avez souvent appelé à davantage de partenariats entre l'Ukraine et d'autres pays européens au niveau municipal et aussi régional. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de tels partenariats? La valeur ajoutée des partenariats de collectivité à collectivité, c'est de montrer comment l'élu, la structure qui est la plus proche du citoyen, peut le mieux faire comprendre les décisions politiques qui sont conduites. Vous le savez, dans nos démocraties occidentales, il y a parfois une défiance des citoyens à l'égard des hommes et des femmes politiques. Cette défiance, elle est souvent plus importante à l'égard des hommes et femmes politiques de niveau national ou européen que de niveau local. L'intérêt du local, en France, on dit on est à portée de baffe, c'est-à-dire qu'on rencontre nos concitoyens, nos électeurs quotidiennement, on peut leur expliquer, on peut démontrer de manière plus pratique ce que sont les politiques qui sont conduites. Donc c'est évidemment un échelon essentiel, en particulier dans une période où à la fois la numérisation, l'intelligence artificielle, la désinformation qui est liée à tout l'univers numérique bouleverse et même ébranle parfois la démocratie. Donc la démocratie, elle fonctionne si les citoyens ont confiance dans le système. Et de ce point de vue, les collectivités locales sont des acteurs essentiels. Donc la relation de collectivité européenne à collectivité ukrainienne est essentielle de ce point de vue. Et enfin, en fait, on a beaucoup parlé de la reconstruction de l'Ukraine, mais la guerre continue. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas trop tôt pour discuter la Non, reconstruction? c'est pas trop tôt parce que d'abord il faut donner des perspectives positives aux Ukrainiens, et ils ne cessent de reconstruire ce qui est détruit. Il y a des bombardements tous les jours sur l'ensemble du territoire. Il y a évidemment la zone de front qui est dans une situation terrible. On ne parle pas de la reconstruction en ce moment de Mariupol par exemple, qui a été détruite, mais il y a des bombardements partout. Il y a des hôpitaux à reconstruire. Les Russes attaquent les infrastructures énergétiques, et là on approche l'hiver, et cet hiver risque d'être très compliqué pour les Ukrainiens. Donc il faut reconstruire en permanence, et puis il faut se projeter dans l'après. La guerre doit s'arrêter à un moment donné, et il faut permettre, après la guerre, d'accompagner l'Ukraine à cette montée, à cette reconstruction. Et donc, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut créer la confiance entre les entrepreneurs de l'Union européenne et ceux de l'Ukraine. Il faut avoir des systèmes financiers stables, il faut avoir des systèmes d'assurance solides également. Donc non, il n'est pas du tout trop tard, parce que tout ça prend du temps. Il n'y a pas d'indécence à parler de reconstruction alors que la guerre a encore lieu. En Ukraine, il y a une vie entre guillemets normale. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des business qui fonctionnent, il y a des restaurants qui sont ouverts dans les zones qui ne sont pas bombardées tous les jours, sauf qu'il y a des alertes tout le temps, que les gens se réfugient dans les caves et dans des abris. Ça fait une très grosse différence, mais il y a une vie normale qu'il faut soutenir, continuer de soutenir, évidemment, jusqu'à l'arrivée de la paix qu'on espère tous la plus rapide possible. Monsieur Patrick Molinos, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, merci beaucoup d'être venu à la Mediabox. Merci à vous.